Mais on va démarrer bien sûr sans l'attendre obligatoirement. En vous remerciant d'être présent pour ce deuxième débat. Le premier, ce matin, était autour de l'Union européenne, l'Amérique latine, les traités de libre-échange, avec notamment Maxime Combe et Brogno Moreau, qui est resté. Maxime, je ne sais pas où il est. Et puis, cet après-midi, et c'était lié à l'actualité, puisque ces derniers jours, il y avait un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Amérique latine. Et puis, comme vous savez, on est dans cette année commémorative des 50 ans des coups d'État au Chili et en Uruguay. Et donc, il nous a semblé important, de faire en sorte que cette thématique-là soit présente dans ce festival d'Avignon. Et donc, je vais laisser la parole. Voilà. Alors, on a un invité qui vient nous rejoindre, un autre qui s'est excusé hier, qui m'a appelé au téléphone, Renaud Lambert. Du monde diplomatique qui ne pourra pas venir. Alors, on avait su un petit peu avant que c'était difficile pour lui. Il nous l'a confirmé hier, hélas, mais nous avons de quoi relever le défi. J'en profite pour signaler que le dernier FALMAG hors série, donc le magazine de France-Amérique latine, est entièrement consacré à la thématique des 50 ans des coups d'État Chili-Uruguay et que vous pouvez le retrouver sur la petite table là-bas avec les autres numéros du FALMAG. Alors on tient à remercier AFSC pour cet accueil tout le long de la journée. C'est grâce à eux que tous ces événements peuvent aussi avoir lieu et nous remercions en particulier Mario qui se trouve à la régie. Mario, merci à toi. Et on aimerait commencer cette table ronde en évoquant non pas le off, mais le in. 2014, on a vu arriver au cloître des Carmes une compagnie chilienne, la Resentida, mise en scène avec comme metteur en scène Marco Laguerra, qui nous a proposé un spectacle à l'invitation donc d'Olivier Pi, dans le in, qui s'appelait La Imaginación del Futuro, donc l'imagination du futur, où on avait de jeunes artistes chiliens nés après 1975 qui voulaient se défaire, je cite, de la nostalgie dont ils avaient seulement hérité, je continue de citer, de l'idéalisation habituelle de la figure révolutionnaire et pacifique d'Allende, et qui voulaient, je continue de citer, bousculer par l'humour noir et la cruauté la classification trop souvent manichéenne des meilleures et pires années du Chili. Le résultat a été un spectacle magnifique, mais qui nous a suffoqués par, nous semble-t-il, une mauvaise approche, l'inversion des rôles et un révisionnisme plus ou moins assumé. Mais pour Marco Laguerra, qui s'exprimait dans les colonnes du Vaucluse Matin, Dauphiné Libéré, notre partenaire de la prochaine table ronde, entre parenthèses, eh bien, il n'y avait qu'en France que cela choquait. Au Chili, tout le monde avait bien compris et bien ri à ce spectacle. Alors, naturellement, je le disais tout à l'heure, 1973-2023, on ne pouvait pas échapper à 50 ans de deux coups d'État. Deux coups d'État qui nous ont tous, je pense, et toutes traumatisés, en tout cas ceux de cette époque-là, mais qui ont été très longues dans l'histoire à être, présents et qui restent encore présents très fortement dans nos mémoires, parce que les effets dévastateurs de ces deux coups d'État étaient vraiment très traumatisants pour nous tous. Je rappelle que ces coups d'État n'étaient pas isolés. Ils étaient avec d'autres coups d'État qui ont formé ce qu'on a appelé l'opération Condor. Et à partir de l'opération Condor et de cette coordination qui a eu lieu, une campagne massive d'assassinats, de disparition, de lutte contre la guérilla, avec assumé, d'ailleurs maintenant et depuis, dans les dossiers des États-Unis, par les États-Unis, qui avaient commandité en grande partie ces coups d'État. Ces coups d'État dont aujourd'hui nous évoquons et nous voulons évoquer plus particulièrement ce qui se passe en Uruguay et au Chili. Mais je rappelle qu'il y avait l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay, qui ont été aussi dans ce plan Condor.
Alors, de date, 27 juin 1973, c'est le coup d'État en Uruguay qui va donc lancer ce sinistre chapitre de l'opération Condor et ouvrir une dictature, ouvrir la place donc à une dictature civico-militaire qui va s'achever en 1984. Donc je donne les chiffres officiels de tout cela. Et le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili, qui instaurera une dictature civico-militaire qui prendra fin officiellement en 1988. 50 ans après, donc, au Chili, en Uruguay, la page des dictatures est-elle tournée ? Comment expliquer le retour des extrêmes droites dans ces deux pays ? Et comment travailler la post-mémoire, en particulier au théâtre, lieu de catharsis par excellence ? Donc, pour débattre avec nous sur ces thématiques, je veux présenter d'abord Elena Salguero, professeure en classe préparatoire retraitée et surtout présidente de l'association franco-uruguayenne Donde Están. Membre fondatrice du comité français de défense des prisonniers politiques en Uruguay, qui est aujourd'hui dissoute, une association aujourd'hui dissoute. Nous a rejoint également Véronica Stange, c'est comme ça ? Stange, d'accord. Présidente du collectif Histoire désobéissante, fils et filles de tortionnaires et présidente de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens. Vice-présidente, de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens et autrice d'un ouvrage autobiographique à paraître en septembre prochain chez Calman Levy, Survivre à la survie, si je ne me trompe pas. Enfin, pour l'instant avec nous, et va nous rejoindre plus tard, donc pour l'instant on a Sébastien Castro Valero, co-directeur du théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine, et qui est ici parce qu'il est également le fils de Anita Valero et Oscar Castro, qui sont les membres fondateurs du théâtre Alep, un théâtre fondé au Chili. Je fais un petit résumé de l'historique sous le contrôle de Sébastien, bien sûr, donc qui a été fondé au Chili en 1968 et qui a trouvé refuge en France en 1976, où il a été accueilli par Ariane Nouchkine à la Cartoucherie de Vincennes. C'est un théâtre surtout qui a connu l'expérience des camps d'internement au Chili pendant la dictature, un lieu où le théâtre Alep s'est forgé une technique, une esthétique qu'il a ensuite revendiquée et qu'il a appelée le Latin Actor. Donc après le Latin Lover, il y avait le Latin Actor, nous essayerons de voir ce que c'est. Et je signale également que le théâtre Alep est encore aujourd'hui à Ivry-sur-Seine, où il compte bien, d'après ce que j'ai compris, commémorer les 50 ans, puisque Anita Valero et Andrea Castro, donc votre mère et votre sœur, sont en train de travailler à un spectacle. C'est bien cela. Alors je vais présenter en attendant qu'il arrive. Oui, on peut applaudir, oui, on peut applaudir. Et je vais présenter donc l'invité qui est en train de nous arriver. On a un taxi express qui va l'amener là juste devant la porte du village du Hof. C'est Stéphane Ben-Simon. Alors Stéphane Ben-Simon est metteur en scène du Théâtre de l'Hydre, de la compagnie Théâtre de l'Hydre, et il nous a créé un spectacle sur l'histoire de l'Uruguay des années 50 à nos jours. Ce spectacle, qui s'intitule Macabre Carnaval, a été créé à la Cartoucherie de Vincennes le 3 juin dernier, où il y a eu plusieurs représentations jusqu'au 14 juin. Et c'est un spectacle, en tout cas, qui, on l'espère, va peut-être venir au festival l'an prochain. En tout cas, nous l'espérons et nous l'y aiderons si c'est possible. Voilà, pour donc Stéphane Ben-Simon, compagnie Théâtre de l'Hydre, qui va pouvoir nous rejoindre. Peut-être je peux présenter également les animateurs, donc Fabien Cohen, secrétaire général de France-Amérique latine et envoyé spécial à Avignon pour le FALMAG. Et moi-même, donc Sonia Garcia-Tar, je suis membre du comité directeur de France-Amérique latine, correspondant de presse pour le Vaucluse Matin, et j'assure avec Fabien Cohen également la couverture du Festival d'Avignon pour le FALMAG. Voilà. Et secrétaire de FAL Vaucluse. On ne va pas tout étaler ce que je fais parce qu'on est fait sortir. Oui, alors on va rentrer dans le débat. On va rentrer dans le débat avec Elena en prenant cette spécificité qui est de ce coup d'État en Uruguay, qui finalement est peu connu en tout cas en Europe, et parce qu'il a été beaucoup moins médiatisé, peut-être parce qu'il a été il n'a pas vécu ce traumatisme, si je puis dire, de l'assassinat d'Allende.
Et donc, cette dictature-là nous semble quelque part dommageable de ne pas avoir été suffisamment mis en avant. Et donc, on souhaite que tu reviennes là-dessus, parce que pour un aussi petit pays que celui de l'Uruguay, 3 millions d'habitants, j'ai cru comprendre que c'est celui qui avait eu le plus de morts, le plus d'assassinats, le plus de prisonniers politiques. Et donc, voilà. Et donc, ce coup d'État du 27 juin, pourquoi a-t-il été finalement, selon toi, moins spectaculaire, moins médiatisé, moins prégnant aujourd'hui? Tu peux nous rappeler en même temps les chiffres? Oui. La situation, le contexte de ce coup d'État était très différent de celui du Chili, puisque le coup d'État de 1973 avait été précédé de plusieurs années d'une dégradation progressive de la situation économique, sociale et politique, dans la mesure où déjà à partir de la fin des années 50, l'économie de l'Uruguay avait été très fortement fragilisée. Il faut savoir que l'Uruguay avait, depuis le début du XXe siècle, une législation sociale très avancée, un principe de redistribution des revenus très avancé, pas d'analphabétisme, le divorce à partir de la volonté de la femme uniquement, la retraite à 60 ans après 30 ans de travail, etc. C'était une démocratie sociale avancée et ça allait rester tant que les revenus du pays pouvaient être suffisamment redistribués. C'était une sorte de social-démocratie avant l'heure. Et à partir du milieu des années 50, après la Deuxième Guerre et la guerre de Corée, où il y avait une grosse demande de viande et de laine, qui sont les principales productions du pays, à la fin des années 50, donc, le prix de ces matières premières, qui étaient la seule richesse du pays, a beaucoup, beaucoup chuté. Et du coup, les revenus à redistribuer ont diminué. Donc la situation économique s'est dégradée progressivement. Il y a eu des grèves, des mouvements sociaux, des protestations étudiantes. Et il est arrivé à un moment où la répression est devenue de plus en plus forte de ces mouvements sociaux. En 1967, il y a eu des élections qui ont donné la présidence donc à un président Castillo qui est mort tout de suite. Il a été remplacé par le vice-président Pacheco, qui était très conservateur. Et à partir de ce moment-là, s'est installé ce qu'on appelait là-bas le Pachecato, ou une dictature molle, c'est-à-dire que la répression est devenue de plus en plus forte. On était encore en démocratie, il y avait un parlement, il y avait un président élu, mais le gouvernement fonctionnait avec des mesures d'exception permanentes, avec une répression très forte. Et parallèlement, il y a un mouvement de guérilla urbaine qui a commencé en 62, mais qui est devenu très actif au milieu des années 60. C'était les Tupamaros. Et cette guérilla, disons, introduisait un élément supplémentaire d'espoir, et la répression également était dirigée contre cette guérilla. Donc, progressivement, la fin de ces années 60, il y a eu les premières disparitions forcées, il y a eu des répressions violentes avec des morts dans des manifestations étudiantes, et aux élections de 71,
pour la première fois, les partis de gauche se sont unis en un front élargi qui donnait l'espoir qu'il pourrait y avoir un changement, comme au Chili justement. Mais ce front élargi a eu 18% des voix. Sont les deux partis dits traditionnels, dont un était un peu plus conservateur que l'autre, mais qui ont eu la majorité. Et le président qui s'est trouvé élu et qui appartenait au même parti que le précédent, le président Bordaberry, donc, s'est retrouvé élu. Et la première chose qu'il a faite, très rapidement, c'est confier la répression, enfin déclarer l'état de guerre en avril 1972, et à partir de là, la répression des mouvements syndicaux, des Tupamaros qui ont été pratiquement décimés très rapidement pendant cette année 72 et très 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 violemment. Donc, s'est instauré cet état de guerre, et finalement, quand on arrive en 73, ce n'est qu'un cran supplémentaire de l'emprise des militaires qui, déjà en février 1973, ils avaient fait des mouvements comme quoi, pour une prise de pouvoir plus importante. Un mouvement qui avait été plus ou moins neutralisé par le président. Et en juin 1973, donc, c'est l'étape suivante qui a consisté par le président Bordaberry, justement, à dissoudre le Parlement, où il y avait encore des opposants démocratiques, disons, où il y avait y compris des partis traditionnels qui s'opposaient à la tournure que prenait la situation, puisque la torture était devenue systématique, l'emprisonnement politique aussi. Ce n'est pas le record de morts. Alors, c'est pas le record de morts, c'est le record de prison politique. En fait, proportionnellement au nombre d'habitants du pays, c'est en cela que c'est frappant. Est-ce qu'on peut juste nous rappeler brièvement, avant de donner la parole à Véronica, le nombre de morts de cette dictature, le nombre de disparus? Alors, nombre de prisonniers politiques. C'est surtout le nombre de prisonniers politiques qui est le plus impressionnant par rapport à la population toujours. On estime à environ 10 000 prisonniers politiques pour une population de 3 millions d'habitants. C'est comme s'il y en avait eu 200 000 en France. Le chiffre officiel de personnes qui ont été inculpées et qui ont eu une procédure judiciaire, c'est entre 6 500 et 7 000, mais il y en a beaucoup qui ont eu des arrestations arbitraires de quelques jours, donc on estime à au moins 10 000. Et ceux-là, tous, ont été systématiquement et violemment torturés. Il y a, suivant les données, entre 122 et 200 assassinats politiques, c'est-à-dire des personnes qui sont mortes sous la torture ou qui ont été tuées, exécutées dans la rue au moment de leur arrestation. Il y a 197 disparus. Alors les 197 disparus, même en tenant compte de la population, du rapport à la population, ça peut paraître peu par rapport aux 30 000 qu'il y a eu en Argentine, par exemple, même si la population était 10 fois plus importante. Mais on estime que la dictature en Uruguay était particulièrement dure, en ce sens qu'elle imposait la terreur par l'intermédiaire de la torture, la prison politique arbitraire, puisque il y a l'exil, un autre chiffre très important. On estime 380 000. 380 000 exilés pour une population de 3 millions d'habitants. C'est aussi un chiffre qu'il faut absolument avoir en tête. C'est-à-dire, ces exilés, ils étaient obligés, soit ils étaient obligés de quitter le pays après avoir été arrêtés et on les libérait à condition qu'ils quittent le pays, soit ils échappaient. On reviendra, on aura l'occasion de revenir sur ces questions-là.
On va donner la parole à Véronica, parce que on voit bien que là, dans un cas, on est dans un processus. Dans un autre cas, c'est une rupture directe avec des chiffres que tu vas peut-être nous donner aussi non, impressionnants. Je ne suis pas bonne pour les chiffres. Tu n'es pas bonne pour les chiffres, mais par contre, 1000 fois, je ne les retiens pas. Mais je par retiens contre, de l'intérieur. la question qu'on se pose quand même, c'est voilà, la page est-elle vraiment tournée au Chili? Est-ce que aujourd'hui, la page de cette dictature, quand on voit le rejet qu'il y a eu récemment de la Constitution qui avait été proposée par la première constituante et la nouvelle constituante profondément de droite et d'extrême droite, comment tu vois tout ça, toi? Alors oui, c'est la question de savoir si aujourd'hui, à 50 ans du coup d'État, on peut parler d'une mémoire apaisée, sachant que la mémoire se transmet de génération en génération et que de nos jours, il y a les générations comme la mienne. Moi, je suis fille d'ex-prisonniers politiques qui commencent à prendre la parole et à poursuivre la main dans la main le travail de mémoire avec nos prédécesseurs. Il me semble difficile de parler d'un apaisement de la mémoire s'il n'y a pas eu de sanctions véritables, pas de sanctions massives des tortionnaires. Certes, il y a eu quelques jugements, quelques condamnations effectives, mais un grand nombre de tortionnaires, je ne connais pas les chiffres, d'ailleurs il est très difficile de les trouver. Les statistiques, je les ai cherchées tout à l'heure pour pouvoir le dire, je n'ai pas trouvé. Il y a un grand nombre de tortionnaires qui sont toujours en liberté, qui vivent dans l'impunité et encore qui ont des postes de pouvoir, donc des hommes politiques de la dictature de Pinochet, qui peuvent dire dans n'importe quel média des atrocités concernant la mémoire, c'est-à-dire nier les crimes contre l'humanité, défendre le pinochétisme. Donc ça, c'est un facteur important qui empêche le développement d'une mémoire apaisée. Un autre élément, c'est aussi la répression au Chili, on a eu une preuve lors de la révolte sociale. Les méthodes appliquées, elles étaient aussi violentes, peut-être une ampleur moins importante, mais aussi violente que celles employées pendant la dictature. Donc c'est la persistance de ces méthodes qui empêchent l'apaisement de la mémoire. Il y a le problème avec les Mapuches qui sont aussi réprimés par la force. Donc, peuple autochtone du Chili. Peuple autochtone du Chili, les Mapuches, qui ont des revendications ancestrales et on les réprime avec toujours les mêmes méthodes. Et enfin, je dirais qu'un facteur qui empêche l'apaisement de la mémoire en dépit des 50 ans qui se sont écoulés, c'est le caractère structurel de l'héritage dictatorial. C'est-à-dire qu'il y a tout un système, non seulement la Constitution qui n'a pas pu être changée justement, il y a eu tout un débat là-dessus, il y avait une nouvelle Constitution qui a été proposée et le peuple l'a rejetée. Grand mystère, parce que c'était une Constitution vraiment très juste qui impliquait une grande avancée, mais la droite a fait une publicité très importante et diffamation de cette Constitution. Mais en tout cas, le système dans son ensemble reste marqué par les traces de la dictature. Par exemple, l'accès à l'eau, l'accès aux droits fondamentaux de l'être humain ne sont pas assurés au Chili. Et je pense que c'est pour ça que la deuxième génération commence, ça fait déjà un moment, on a désormais 40 ans à peu près, nous, les enfants d'eux. Mais c'est important qu'on travaille avec nos prédécesseurs, avec nos parents ou les résistants d'autrefois. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à rejoindre l'association des ex-prisonniers politiques en tant que fille d'eux. Je voudrais vraiment justement passer la parole à Stéphane Ben-Simon, puisque Stéphane Ben-Simon, donc, qui vient de nous rejoindre, metteur en scène Théâtre de l'Hydre avec Macabre Carnaval, qui sera peut-être au festival l'année prochaine d'une manière ou d'une autre, c'est le mystère, mais on le souhaite en tout cas. Donc vous avez investigué pendant 7 mois, j'ai noté, en Uruguay, et réalisé une quinzaine d'interviews donc pour aboutir à ce spectacle-là. Vous avez pu prendre le pouls de l'Uruguay. Est-ce qu'elle est tournée, selon vous, la page en Uruguay, quand on sait que l'extrême droite est au gouvernement, d'ailleurs?
Parce que qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, vous réponse n'avez est pas dans la d'origine question. latino-américaine, mais votre regard à vous, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ouais, surtout, moi, ce qui est. Peut-être commencer par dire pourquoi j'ai voulu partir là-bas et m'intéresser à cette histoire. C'est une histoire qui était quand même assez méconnue en France. Et donc, moi, que je connaissais mal, et on avait surtout, j'avais le sentiment qu'on avait l'histoire héritée du plan Marshall et pas forcément l'histoire réelle qui avait pu exister en Amérique latine. Du coup, j'avais envie de partir, j'étais en Colombie, j'avais envie de travailler sur l'histoire de manière un peu générale de l'Amérique latine. Et je tombe un jour sur un documentaire de Yann Arthus Bertrand, et au sein duquel il y a un court documentaire, un court interview de Pepe Mujica. Alors, on en José- reparlera José justement Mujica. de Pepe Mujica, on en reparlera. Et au sein duquel je rencontre un président de la République qui aurait pu être le président de n'importe quelle République, mais en tout cas qui parle de notion de sobriété et d'une notion de temps de travail, d'un rapport à l'argent, d'un rapport à l'amour, à la contemplation, un certain nombre de choses qui me touchent dans cette histoire. Et c'est à partir de là que je pars en Uruguay pour l'interviewer et interviewer une quinzaine de personnes. Et une fois là-bas, je m'intéresse, je rencontre des gens et je me dis que c'est plus Pepe Mujica qui m'intéresse, mais la richesse et la beauté des personnes qui ont lutté, qui ont vécu toutes ces années en Amérique latine, et notamment en Uruguay, à Montevideo et dans l'intérieur du pays. Et c'est là que je m'intéresse plutôt à cette jeunesse qui a un jour osé croire en tant de choses, qui a payé le prix fort aussi de ces rêves-là. Et je m'intéressais dans ce spectacle-là, à quelle place les utopies du XXe siècle, qui ont créé une telle effervescence en Amérique latine, quelle place elles pouvaient avoir aujourd'hui, et comment un jeune homme ou une jeune femme dans le monde d'aujourd'hui, qu'il soit en Uruguay, au Chili ou en France, puisse avoir envie de s'engager, de bâtir le monde tel qu'il a envie qu'il soit, ou qu'elle a envie qu'il soit. Voilà, c'est ça le moteur principal de cette pièce, et c'est à cet endroit-là que j'ai pu rencontrer Mauricio Rosenkopf, Lucia Topolansky, un certain nombre de personnalités du mouvement de libération nationale Tupamaro, et également des personnes du Parti communiste et autres. Voilà. Pour situer le pourquoi de cette pièce-là. Voilà. D'accord, moi je voudrais revenir. Alors, pas répondu entièrement à la question, peut-être Elena aura quelques éléments à nous donner, de savoir si aujourd'hui la page elle est tournée pour la nouvelle génération, la page de la dictature en Uruguay. Parce que c'est alors, Stéphane. Pardon, excuse-moi. C'était la question initiale, mais c'était pour rappeler l'origine du spectacle, la jeunesse du spectacle. Je ne pense pas pouvoir répondre de manière catégorique à cette question, c'est très délicat. 7 mois, ce n'est rien pour rencontrer un peuple et parler d'une génération. Je peux juste parler d'une anecdote qui, moi, m'avait marqué. Je donnais un stage de théâtre à l'Institut national des arts scéniques de Montevideo et on faisait des improvisations théâtrales. Et dans les personnages qui étaient proposés, il y avait un personnage du cañero. Le cañero, pour ceux qui l'ignorent, ce sont les coupeurs de canne à sucre, donc qui travaillaient surtout au nord de l'Uruguay. Et je propose ce personnage et j'ai une jeune actrice qui était derrière le rideau et qui m'appelle et qui vient me voir et qui me fait « s'il te plaît, viens voir, qu'est-ce que c'est un cañero ?» Et ça m'avait marqué puisqu'en fait c'était moins de 20 ans après, 25 ans après la fin de la dictature en Uruguay. Et je me suis dit que la jeune génération ne savait déjà plus qui était un cañero, donc il y avait quelque chose de l'ordre de la transmission à cet endroit-là qui était peut-être difficile, en tout cas sur les très jeunes. Ouais, on va peut-être regarder, je me dis c'est peut-être le moment pour regarder, à moins qu'Elena veuille rebondir sur cette question-là. Oui, je pense que ce qui peut être en rapport avec ça, brièvement, si tu peux. Oui, c'est l'impunité qui a suivi la fin de la dictature. On reviendra là-dessus, sur l'impunité, comment elle est arrivée. Il y a eu une chape de plomb sur tout ce qui s'était passé. Et l'anecdote de Stéphane commence seulement à se lever. Ouais, et les mouvements pour les disparus, les familles des disparus, ont un rôle très important dans le maintien de la mémoire, dans le maintien de l'exigence de vérité, justice, puisque là, pour les chiffres, il y a 20 répresseurs qui ont été condamnés en Uruguay, alors qu'il devrait y en avoir plusieurs centaines. Voilà. Ouais.
J'aimerais bien qu'on puisse regarder le teaser de Macabre Carnaval qui ne dure pas très longtemps. Merci. Nous sommes los cañeros de Bella Unión, les coupeurs de canne à sucre du Nord. La République, c'est nous, et vous, vous n'êtes rien. C'est la guerre! Ils cessent le travail, ils se révoltent. C'est la guerre! Nuestra revolución no parará nunca. Je sais! Comme dans les films. J'appelle tous ceux-là dont on dit qu'ils ne sont rien. Debout les riens. Luchando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Donc le teaser de Macabre Carnaval. Sébastien, justement, je voulais revenir sur l'histoire du théâtre Alep, parce que le théâtre Alep est retourné au Chili. Il est retourné, j'avais noté, en 2013. Alors, il est retourné un petit peu avant physiquement, la personne d'Oscar Castro, j'ai vu, mais le théâtre lui-même s'est réinstallé en 2013, en parallèle d'Ivry-sur-Seine. Hein, donc, les deux théâtres jumeaux ont continué de part et d'autre de l'Atlantique. Je voulais savoir comment s'était passé ce retour au Chili du théâtre Alep. Est-ce que le poids de l'exil a pesé dans ce retour-là ? Alors, je vais répondre à la question, hein, mais je pense que c'est important de faire, avant de répondre à la question, un petit tour en arrière aussi, rapidement. Hein. Je reprends un peu ce que dit l'intervenante à ma gauche qui parlait de cette génération, parce que moi je suis là en tant que fils de prisonniers politiques et de disparus, puisqu'en fait dans ma famille, mon père Oscar Castro, qui est donc dramaturge, a connu les geôles de Pinochet, et ma grand-mère a été portée disparue, et fait partie disparue, et mon parrain aussi, Johnny McLeod. Donc l'histoire de la famille, c'est ça, c'est cette histoire de comme beaucoup, hein, partout en Uruguay et dans le monde en fait, des familles qui sont à un moment reçues ici dans ce pays pour pouvoir continuer, s'installer. Alors effectivement, à l'époque où nous, les Chiliens, nous sommes arrivés, il y avait cette ouverture d'esprit. Je dis ça aussi parce que c'est bien de rebondir de continent en continent, parce que l'oubli, c'est pas uniquement en Amérique latine, mais l'oubli, on peut le retrouver en Europe aussi. Et donc, je dis ça pourquoi ? Parce que moi, en fait, étant fils d'Oscar Castro, d'Anita Vallejo, eux, ils ont leur histoire, le théâtre Aleph. Moi, j'ai mon histoire qui est le théâtre El Duende. On a deux théâtres différents dans la même ville, à Ivry-sur-Seine. Mon père a continué, il est décédé il y a 2 ans maintenant, a continué à travailler autour de cette question. Et moi, en tant que, je dirais, fils d'eux, j'ai essayé de m'en échapper d'une certaine manière, parce que j'avais aussi envie de raconter d'autres histoires, mais en même temps avec cette responsabilité-là qui était importante. Donc, pour revenir à répondre à ta question par rapport au retour et se réinstaller en fait dans le pays de ses racines, il faut savoir que l'État chilien a dédommagé mon papa d'à peu près 250 000 euros pour l'histoire qu'il avait vécue. Et il s'est posé cette question de savoir ce qu'il allait faire avec cet argent qui lui tombait. Parce qu'en fait, la question aussi de la victimisation, c'est intéressant. Parce que ça aussi, c'est aussi autre chose. Est-ce qu'on est victime ou pas victime ? Pourquoi lui faisait du théâtre aussi, justement ? C'est pour s'enlever cette étiquette de victime. Parce que même si on a souffert dans notre chair de cette histoire-là, on doit se relever et combattre, donc être dans un acte de résistance. Et de cet argent, il s'est dit, je vais construire un théâtre au Chili. Et il a reconstruit l'Aleph là-bas. Donc à la base, si vous voulez, il y a aussi un acte de résilience à travers ça. Il a appelé la salle de théâtre, bon, c'est le théâtre Aleph, mais la salle principale s'appelle la Sala Julieta, du nom de ma grand-mère,
Parce que pour lui, il se disait, ce qui est important, c'est pas tant maintenant mon histoire ou notre histoire, c'est dans les générations à venir, les mômes du quartier, parce qu'il l'a installé dans un quartier populaire, ils vont se dire, il y a un théâtre là-bas, il y a l'histoire de cette dame-là, et puis à un moment, on va commencer à regarder l'histoire. Et je trouve assez émouvant de se dire que finalement, on se retrouve, quand moi je me balade à Paris, par exemple, on voit une plaque, on dit, telle personne a été fusillée là, etc., etc., de se dire que finalement, on porte cette histoire-là et qu'il est important de continuer à la faire vivre. Je pense que la commémoration des 50 ans, c'est génial, mais c'est pas le passé. C'est pas le passé, c'est le présent, en fait, qu'on revendique, et c'est là-dessus qu'il faut échanger. Et c'est là-dessus qu'il faut reconstruire. Donc, on n'est pas parti, mais on est resté ici. Lui est parti maintenant vers la Pachamama, comme il dit ailleurs. Moi, je fais d'autres spectacles, mais il y a cette idée de militance à l'intérieur, toujours. C'est-à-dire que de toute façon, l'acte de résistance est politique, l'acte créatif est politique, qu'on soit chilien, français, uruguayen, français qui va en Uruguay pour créer aussi quelque chose et faire quoi finalement un acte de résistance qu'on va partager. Donc voilà, je suis parti un petit peu loin, mais je pense que c'était, pour moi c'est plus important de l'expliquer de cette manière-là pour pas arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, tout simplement. Tout à fait. Donc Oscar Castro, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais qui est décédé des suites du Covid en 2021, c'est ça, voilà. Tout à fait. Alors on peut peut-être voir, j'ai Mario qui a disparu. Ah mince, zut. C'est pas grave, il va réapparaître. Ouais, il va réapparaître. Bon, on verra peut-être plus. Voilà, regardez. Voilà. J'aimerais qu'on voit, j'ai retrouvé en fouillant au fond d'Internet, j'ai retrouvé un court extrait vidéo où on voit Oscar Castro en 2011 à l'Université du Chili. Alors, je n'ai pas mis l'extrait en entier, j'ai encore raccourci, mais je trouvais intéressant parce qu'on sent quand même quelque chose d'une certaine atmosphère en 2011 dans cette Université du Chili qui accueille Oscar Castro pour, j'allais dire le retour, non, pour un retour en tout cas. Un des retours. ¿Vas a ir a hacer una clase magistral? ¿Cómo va a ser? Yo le dije, va a ser más que magistral. Aquí para ser más famoso, menos famoso, o para que salir en los diarios o no salir en los diarios. Además, en los diarios no sale nunca nada que nos interese. Si ustedes compran un diario hoy día, no hay nada de interesante que ustedes hacen que sale en el diario. Y no solamente pasa aquí en Chile, sino pasa en el mundo entero. Es por eso que nosotros los hombres de teatro tenemos que pelearla desde que nacemos. Esto me ha permitido de no caer en la resignación y el cinismo, que es una cosa que es planetaria. La gente está resignada en el mundo, yo no quiero hablar de Chile, está resignada en el mundo y se pone cínica porque dice, sí, claro, yo no estoy ni ahí. También trae un poco de cinismo. Y fíjate que lo que me ha salvado de esa actitud es mi ignorancia, porque yo soy ignorante. Entonces me ha salvado el hecho de ser ignorante porque yo pienso que escondido en alguna parte, que cuando yo me cultive voy a solucionar el problema que quiero ahora solucionar. Emocionante, es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con muchachos que son de teatro y escuchar esos gritos revolucionarios que me calientan el alma. Es que me lo pueden repetir. ¿No? Sí, métele, chicos, para que hagamos de esto un momento único. Vamos. Eso. Ça, c'était pour mettre l'ambiance qu'il n'y a pas ici, là, au village du Hof, mais vous pouvez le faire aussi. Ça fait toujours, ça réchauffe l'âme, comme disait notre ami Oscar. Alors, je voudrais rebondir sur ces paroles qu'il prononce, que je trouve intéressantes. Il dit « Cela m'a permis de me sauver du cynisme et de la résignation ». Alors, cynisme,
irrévérence, voire irrespect, c'est ce que revendiquait justement la compagnie La Resentida en 2014. Véronica Esta, je vous retourne la question. Expliquez-nous le concept de post-mémoire, concept qui vous est cher, et en quoi il permet d'expliquer ce genre d'attitude précisément dans une certaine jeunesse. Oui, alors la post-mémoire à laquelle j'ai consacré quelques années de recherche et qui me concerne directement, c'est la transmission des traumatismes collectifs de la génération qui les a effectivement vécus aux générations suivantes. Alors le terme de post est toujours un peu suspect, comme postmodernisme, etc. Il y a d'autres termes qui ont été proposés, la diaspora des cendres, la mémoire trouée, mais celui qui a le plus pris, c'est post-mémoire. Donc la post-mémoire, c'est cette transmission à travers les générations d'un traumatisme collectif. Et c'est un peu le cas justement de Sébastien et de moi-même. C'est comment la mémoire à travers les générations non seulement se prolonge, mais se transforme. Et dans ces transformations, il y a justement de manière très récurrente l'ironie, l'humour, la révolte, mais la révolte non seulement par rapport aux injustices qui ont été commises, mais aussi parfois par rapport aux codes de la génération qui nous précède et qui appartiennent à notre propre camp. C'est ainsi peut-être que je lis l'exemple, l'œuvre dont tu as parlé tout à l'heure. Je ne sais pas jusqu'où elle transgresse les cadres éthiques, parce que bien sûr, il faut qu'il y ait des limites. Mais donc c'est on vrai parle que de la Imaginación del Futuro qui était donc représentée dans le IN en 2014 au Cloître des Carmes. La post-mémoire est souvent pas politiquement correcte. On rigole de ceux dont on ne devrait pas rigoler. Mais c'est notre manière de ce que j'appelle survivre à la survie, d'où le titre de mon livre, c'est-à-dire survivre à la survie de ceux qui nous précèdent, parce qu'il n'est pas facile, pas toujours facile, de porter cet héritage sans le reproduire. Par exemple, pendant des années, j'ai voulu être guerriera et vivre tel que la résistance, et j'attendais mon heure, et j'attendais à être arrêtée et torturée comme mes parents. C'était mon plus grand rêve en secret. Et jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait d'autres voies pour assumer cet héritage et le transformer. Donc voilà, c'est comme ça que j'explique cette composante de révolte, d'humour, ironie dans la post-mémoire. Non, je voulais faire juste un lien avec la pièce de La jeune fille et la mort, quand on en reparlera, qui pose la question de l'oubli et du pardon. C'est vraiment des questions qui sont aujourd'hui très importantes. Oui, donc La jeune fille et la mort au Théâtre de l'Étincelle à 17h. Voilà. Je voudrais juste ajouter que le corps n'oublie pas. Et ce que le corps de nos parents n'oublie pas, parce qu'il y a des réactions somatiques à certains événements, c'est transmis aussi. Par exemple, la vue des policiers, pour certains des membres de ma génération, éveille les mêmes sensations physiques que celles de nos parents. Ouais. Alors justement, cette question du corps, je pense qu'on peut la retourner à Stéphane et à Sébastien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle en tant que théâtreux, ce corps qui parle au théâtre pour peut-être évoquer l'irreprésentable, l'indicible ? Alors oui, effectivement, le corps en soi déjà, pour nos métiers, le corps, l'outil principal du comédien, on l'utilise, on peut l'utiliser de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'histoire en soi et en faire un témoignage, comme une sorte de théâtre documentaire. On va fouiller et on va transmettre cette mémoire-là. On peut prendre aussi un témoignage, une histoire qu'on a entendue, et comme finalement, on peut dire La jeune fille et la mort, à travers une fiction, parler justement de la question du pardon et de l'oubli. Ou alors, partir dans la poésie aussi, et c'est-à-dire travailler sur la métaphore. Mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est de faire. C'est-à-dire, quand on parlait de résilience et justement de combat contre le cynisme, mon père, dans ses tournées en camp de concentration, parce que c'est comme ça qu'il me racontait l'histoire quand j'étais petit, quand il m'a dit qu'il était en camp de concentration, donc dans mon imaginaire de môme qui étudie à l'école de la République, pour moi, camp de concentration, je suis tout de suite dans les camps de concentration nazis, où... donc c'est cet imaginaire-là. Là, lui m'amène ailleurs et il m'a fait rire avec ses histoires. Il me disait qu'il jouait une pièce de théâtre toutes les semaines parce qu'il écrivait une pièce de théâtre toutes les semaines. Ma mère, qu'elle allait le voir, qui était enceinte et prenait les papiers, parce qu'en fait, il lui passait des papiers des pièces en secret et il les mettait dans
dans son, ma sœur elle était enceinte de ma sœur. Elle les mettait dans sa culotte pour pas se faire fouiller. Mais en fait, en même temps, ma mère me raconte ça, mais je trouve que c'est un risque complètement dément en fait de le prendre. Et lui, bon, il faisait ça parce qu'il disait que ça lui permettait de survivre finalement et de ne pas être porté disparu. Parce que ma grand-mère a été portée disparue, il était en camp de concentration, et le fait que lui joue toutes les semaines, les soldats disaient les autres prisonniers disaient joue parce que comme ça on est sûr que tu vas être là, tu vas pas être porté disparu. Et lui il disait qu'il était obligé de changer la pièce chaque semaine parce que le public c'était le même, c'était le public des prisonniers. Mais les prisonniers ils allaient tous les vendredis, ils s'habillaient en fait comme si c'était une sortie. Et il y a des anecdotes où on me racontait que certains prisonniers regardaient la pièce et ils disaient j'ai pas osé regarder à côté de moi parce qu'à ce moment-là j'imaginais que ma femme était à côté de moi. Pendant l'espace de ce moment théâtral j'étais libre. Et donc je reviens à ça, aux histoires des corps et aux thèmes. L'important, c'est que l'art, parce qu'on est à Avignon, on fait du théâtre, l'art doit nous rendre libres aussi. Et libre, c'est pas uniquement les spectateurs, c'est aussi ceux qui le font et qui se permettent de justement s'enlever cette étiquette de victime. Il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas d'oubli, de toute façon, ça c'est sûr. Le pardon, c'est quelque chose de très personnel, pour justement s'enlever l'étiquette de victime. Mais on ne peut pas, je veux dire... et puis voilà, je suis un peu ému parce que finalement, tu sais... C'est drôle parce que je répète un peu ce que j'ai dit au départ. On a l'impression d'échapper de sa propre histoire, mais notre propre histoire, elle nous rattrape toujours. Je me dis pourquoi moi, je viens souvent à Avignon en tant que programmateur pour voir des spectacles, pour le Duende. Et là, je me retrouve... Bon, je parle théâtre, mais je parle aussi de cette histoire-là. Et je trouve ça intéressant parce qu'elle te rattrape toujours. Tu ne sais pas par où elle te rattrape, mais elle te rattrape. Et donc, c'est important qu'on soit ce passage de relais aussi à travers nos pièces de théâtre, ou ce qu'on programme, et puis à ces moments d'échange. Oui, pour aller dans ton sens, moi je pense qu'effectivement la fiction est peut-être un des meilleurs moyens au niveau du théâtre, et en passant par le corps, mais en passant par tous les outils du théâtre. Moi je ne crois pas qu'il y ait que le corps, je pense qu'il y a dans Macabre Carnaval, on passe par le cirque, la danse, le chant, c'est des médiums pour faire passer les choses, mais je crois que la fiction, c'est le meilleur moyen de garder la mémoire. Parce que c'est ce qui permet d'aller à l'essentiel, de ne pas se perdre dans les mille et un détails d'une vie personnelle qu'on sera de toute façon incapable de représenter. Nous, on ne prétend pas représenter la vie de Lucia Topolansky, Pepe Mujica, Mauricio Rezhenkov. C'est impossible. Par contre, de rappeler et de re-raconter le pourquoi cette histoire, de pourquoi ils sont entrés dans cette lutte, dans cette résistance, face à quelle oppression, et qu'avec les jeux de miroir qu'on peut quand même, mine de rien, voir encore aujourd'hui dans le monde, et dans plein de pays d'Amérique latine, mais pas qu'en Amérique latine. Je pense que c'est cette mémoire-là aussi qui fait honneur et qui est rendre hommage et qui est aussi, c'est cette mémoire-là, en tout cas, que moi j'avais envie de conserver. Ça passe par le corps, parce que la lutte passe par le corps, ça passe le... Voilà, après je voudrais pas aller plus loin, je te rends la parole. On va donner la parole à Elena, parce qu'en fait, j'aimerais qu'on évoque justement, puisqu'on parle d'irreprésentable, de traumatisme, etc., j'aimerais qu'on évoque aussi la manière de représenter, de parler des disparus au théâtre, et j'aimerais qu'on puisse regarder rapidement, avant de donner la parole à Elena, peut-être sur cette thématique, expliquer aussi Donde Estan, ce que ça signifie et dans quelles conditions l'association s'est créée, qu'on regarde rapidement le teaser de Resiliencia, qui est donc un spectacle qui a été créé par la compagnie lyonnaise, la compagnie Del Plata, et dont la metteur en scène, si je ne me trompe pas, Émilie Gomez est dans la salle. Si on peut regarder rapidement de Resiliencia, qui évoque les disparus dans les dictatures. Argentine, Uruguay sont largement évoqués notamment. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido.
Voilà, teaser de Resiliencia, la compagnie Del Plata, une compagnie qu'on accueillera d'ailleurs à 18h pour un spectacle en cours de création dont on nous montrera donc une étape de travail à 18h tout à l'heure. Voilà. Elena Salguero, moi je retiens ce début de teaser de Resiliencia qui est très frappant. On entend donc là Jorge Rafael Videla, 1976, on est en Argentine, un dictateur d'Argentine, mais on entend un début d'un discours tout à fait sinistre avec une politique clairement assumée des avantages de la disparition. Donc voilà, expliquez-nous le nom de votre association pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ce que signifie Donde Están. Pourquoi, après avoir dissous notamment donc, cette association de défense des droits des prisonniers politiques en Uruguay, il y a cette nouvelle association qui s'intitule Donde Están. Dans quel contexte s'est créée votre association? Quelles sont ses missions aujourd'hui? Oui, Donde Están, ça veut dire où sont-ils? C'est la question que se posent les familles des victimes de disparition forcée. La disparition forcée, c'est quand il y a des policiers ou des militaires ou éventuellement en civil qui arrêtent une personne chez lui ou dans la rue, ils l'emmènent et on n'en entend plus jamais parler. C'est-à-dire que les forces de répression n'admettent pas l'avoir détenu et prétendent ne pas savoir où est devenue cette personne, ne pas savoir où elle est. Donc, c'est un crime contre l'humanité qui est très souvent utilisé par les régimes totalitaires, donc 30 000 en Argentine, 3 000 au Chili, 197 en Uruguay. Et il a la particularité que les familles ont beaucoup de mal à passer à autre chose, à faire le deuil, comme on dit, parce qu'il reste toujours l'espoir de les retrouver. Alors, à la fin de la dictature en Uruguay, il y a eu, comme je le disais, une loi d'impunité qui a empêché toute procédure judiciaire pour les responsables des disparitions forcées en Uruguay. Et cette loi d'impunité n'a pas pu être abrogée. Et à partir de 1996, enfin le 20 mai 1996, à Montevideo, il y a eu une première marche du silence organisée par les familles des disparus uruguayens. Et cette marche du silence était particulièrement massive, particulièrement impressionnante. En silence, les seules banderoles étaient la consigne « Où sont-ils ?» et les portraits de ces disparus. Et depuis tous les ans, le 20 mai, il y a à Montevideo cette marche du silence. Encore cette année, entre 100 et 200 000 personnes, on ne sait pas, mais dans une ville de 1,5 million, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et justement, parler de la mémoire, c'est ce genre de manifestation, il y a une mise en scène minimum qui est ce silence absolu, qui est ces pancartes, qui est cette unique banderole et qui entretient l'exigence « Où sont-ils ?» Vérité, justice, mémoire. Les collectifs uruguayens qui défendent cette recherche ont cette unique revendication. Et Donde Están a été créé à Paris donc 1 an après cette première marche du silence à Montevideo, en majorité par d'anciens exilés uruguayens. Et donc le comité de défense des prisonniers politiques s'était dissous parce qu'il n'y avait plus de prisonniers politiques à partir de 1985, puisqu'il y a eu une amnistie, mais il y avait toujours cette impunité. Et depuis 25 ans, donc, à Paris comme en Uruguay, on
essaye de maintenir cette exigence de mémoire, et c'est d'autant plus important. C'est l'autre chose qui me paraît importante à savoir. Actuellement, en Uruguay, il y a un régime de droite dans lequel l'extrême droite fait partie de la coalition au gouvernement. Il y a des ministres d'extrême droite, et ce parti d'extrême droite est formé en particulier par les anciens militaires impunis, et ils revendiquent de façon systématique l'impunité, le maintien de l'impunité, surtout pas de poursuite, surtout pas de justice. Ils prétendent que les quelques répresseurs qui ont pu être poursuivis sont des prisonniers politiques, c'est-à-dire ils revendiquent. Et il y a aussi une volonté, un négationnisme de tout ce qui s'est passé, une volonté de réécrire l'histoire, y compris dans les programmes scolaires et universitaires, qui ont été revus de façon à barrer un certain nombre de sujets. Et je pense que la société civile en Uruguay et ailleurs, justement les collectifs qui travaillent dans ce but hors de l'Uruguay ont le même objectif, a quand même suffisamment de force pour empêcher que tout ça soit oublié, mais c'est un effort permanent qu'il faut impérativement. Et donc le théâtre et d'autres arts, la peinture, en particulier la littérature, ont un rôle important dans le maintien de la mémoire. Voilà. Ben justement, dans cette mémoire et cette réalité qui vient se confronter, dans Macabre Carnaval, vous avez été impressionné par la personnalité politique de Pepe Mujica, qui en même temps, qui est dans ce genre de contradiction. Comment vous l'avez vécu, cette personnalité donc, de Pepe Mujica? C'est pour ça que je dis, c'est négocié. Qui s'est négocié en prison là-bas. Ouais, ça, c'est des choses que j'ai découvert après coup, si vous voulez. C'est des choses quand on commence à s'intéresser à une histoire, quelle qu'elle soit, on tire un fil et puis ensuite on apprend les choses. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était... je partais sur cette question-là, en fait, qui pour moi fait partie de la mémoire. C'est comment un jeune homme ou une jeune femme, aujourd'hui, peut croire en l'humain et peut avoir envie de se battre pour construire le monde qu'il rêve. Un monde meilleur, un monde plus juste. Et cette question-là, moi, je l'ai retrouvée dans toutes les luttes d'Amérique latine, que ce soit au Chili, en Uruguay et ailleurs. Et du coup, ce qui m'intéressait par rapport à Pepe Mujica, mais pas que Pepe Mujica, c'est-à-dire toute cette génération de tous ces leaders qui sont finalement arrivés au pouvoir ensuite, c'est qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel, qu'il y avait eu quand même une certaine conformité par rapport aux idéaux et aux valeurs pour lesquelles ils s'étaient battus, et qui pour moi c'était des valeurs utopiques de gauche, et qui étaient possibles. On ne tombait pas dans une dictature comme Staline ou autre chose. C'était par ce biais-là que moi j'abordais la question. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait un spectacle sur Pepe Mujica, puisque au final j'ai décidé de m'intéresser à cette jeunesse-là, et toute cette jeunesse-là, toute une génération qui a cru un jour entendre choses. Et après, j'ai changé les noms, parce que voilà, je pense que c'était pas la chose la plus importante. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il faut être honnête, une personnalité, quelle qu'elle soit, un homme, une femme, c'est complexe, avec des choses qui sont belles, positives, et des choses qui vont être politiques. Il y a des choses qui vont être des choix, il y a des choses qui vont être des compromis, et je ne sais pas à quel point ils sont acceptables, inacceptables. Et ils sont probablement les deux, à mon sens. Et je pense que tout à l'heure, on parlait de présent. Et moi, je crois que c'est ça qui, moi, m'anime aujourd'hui. C'est ça qui avait... Pourquoi j'avais envie d'en parler, c'était par rapport... Parler d'hier pour parler d'aujourd'hui. Et de dire que c'est pas fini, que c'est possible, qu'un monde plus égalitaire, plus solidaire est possible. Et que, voilà, je pense que c'est à nous qu'il appartient aujourd'hui d'écrire les prochaines pages en s'inspirant ou pas des erreurs et des belles choses du passé.
Ouais. Alors, merci Stéphane pour cette intervention. On va poser une dernière question donc, à tous nos invités. Alors, on n'a pas eu le temps de savoir, mais peut-être quelqu'un posera la question après si on veut avoir un temps de débat avec la salle. Le mystère du Latin Actor, qu'est-ce que c'est? On n'a pas eu le temps de poser la question, mais peut-être chacun brièvement, à tous, 50 ans après, pour vous, pardon et oubli sont-ils possibles? Véronica a un petit peu répondu. Peut-être chacun en un mot, puis on laissera la parole dans la salle pour un temps d'échange. Pour vous? Alors, pour moi, En rejoignant l'actualité d'aujourd'hui, je suis d'accord qu'il faut qu'on ne soit pas dans du mémorentiel, du commémorentiel. On soit bien aussi dans cette réflexion d'aujourd'hui. oui, pour moi, à 50 ans du coup d'État au Chili, l'oubli n'est pas possible. Pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Parce que les conditions ne sont pas données pour pouvoir, comme on dit, tourner la page. Il y a eu une faute, il faut qu'il y ait sanction. Et ça touche à notre fondement d'être narratif. C'est-à-dire que si le récit historique n'est pas clos, on ne peut pas oublier et tourner la page. Et ça rejoint aussi la question du pardon. Et Sébastien disait, le pardon est personnel. Je pense que c'est une question très très difficile. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un pardon collectif. Déjà, il faut aussi que les personnes qui ont infligé un dommage à quelqu'un demandent pardon. Alors, est-ce qu'on peut l'accorder s'il n'a pas été demandé? Je dirais que ça dépend de chacun. Je crois, en revanche, oui, à la réparation. La réparation qui passe par l'échange corps à corps et tête à tête, parfois, entre les personnes. Par exemple, un autre collectif dont je fais partie, ce sont les descendants des tortionnaires qui rejettent, qui condamnent les actes de leurs parents. Et moi-même, j'ai un oncle tortionnaire, j'ai rencontré ces victimes et là, il y avait une profonde, très profonde réparation. Donc je crois à la réparation, pas encore au pardon et jamais à l'oubli. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, moi, je pense que effectivement, la problématique, et on peut la retourner ici avec la guerre d'Algérie, parce que dans les pays dans lesquels on vit, il y a toujours ce questionnement-là à partir du moment où il y a des gens d'un même pays qui essayent d'imposer finalement une vérité. Parce que la bataille culturelle au Chili, elle est encore d'actualité. C'est pas normal que l'extrême droite ait autant d'avance. Enfin, je parle de maintenant, on est en 2023. C'est pas logique avec ce qui s'est passé. C'est pas logique avec le travail de mémoire qu'il y a eu là-bas aussi. Il y a pas eu, il y a un combat, il y a des choses, il y a des choses qui ont été menées. Donc, je pense qu'il y a cette bataille culturelle. Elle est d'actualité, mais je pense que j'aimerais m'extraire aussi du Chili, et elle est d'actualité partout. Quand on parle de Pétain, maintenant, ou de la figure de Pétain ici en France, c'est aussi une question de bataille culturelle. Donc en fait, je pense qu'il faut, on est sur les 50 ans, on est dans ce moment précis, je pense qu'il faut voir l'Amérique latine aussi comme un miroir de notre propre histoire et entre les continents. Et que, voilà, et qu'on avance. Je pense qu'on avance, hein. Je ne sais pas défaitiste ce que je dis, mais c'est juste que cette lutte-là, de toute façon, elle est éternelle, et j'aimerais bien qu'à un moment, ce système néolibéral qui est en fait le laboratoire de ce qui s'est passé au Chili, parce que concrètement, moi j'ai de la famille là-bas, la Sécu ça n'existe pas, tu payes pour la santé, tu payes pour l'école, tu payes pour tout, hein, clairement. Et je leur dis, mais je ne comprends pas en fait pourquoi vous acceptez ça. Et ils l'acceptent en fait, parce qu'ils ont peur en fait de dire, bah non, en fait là ça marche comme ça. Donc là je pense que là on parle de la bataille idéologique, ça a à voir aussi avec le coup d'État. Je pense que ces questions-là elles sont importantes, donc ce genre d'échanges qu'on crée en ce moment, que vous avez sous votre impulsion, ils sont vitaux, je pense. Vraiment. Je vous remercie pour ça, d'ailleurs. Et juste pour abonder dans ton sens, effectivement, c'est très délicat pour moi, parce qu'effectivement, je ne suis pas fils ou fille de... je suis français, je n'ai pas de lien direct filial ou familial. Mais je pense qu'il y a effectivement les tortionnaires, les torturés, les disparus. Et ça, c'est une chose qui est terrible, mais qui est également aussi la conséquence de choix d'un monde et d'une société. Et qu'il ne faut pas oublier que ce sont ce sont des conséquences et pas les tireurs de ficelles.
et que ce tireur de ficelle-là dont on parle, le néolibéralisme aujourd'hui, est là, présent dans le monde entier, et que voilà, c'est ce problème-là, à mon sens, c'est à ce problème-là, à mon sens, qu'il faut s'attaquer le plus aujourd'hui. Voilà. Elena, oubliez, pardon, possible Oui. pour toi. Donc, Vous, pardon. je suis d'accord avec Véronique. L'oubli, il n'en est pas question. On ne peut tirer des leçons de l'histoire que si l'histoire est écrite et transmise. Le pardon, ce qui est très frappant dans le cas des répresseurs impunis en Uruguay, c'est qu'ils ne manifestent pas l'ombre d'un regret. Non seulement ils ne demandent pas pardon, mais ils disent si c'était à refaire, on le referait. Donc le pardon n'a pas de sens dans ce cas-là. C'est vrai que ça peut être individuel, chacun peut dire bon, c'est un pauvre vieux, il est malade, on ne va pas trop l'embêter, etc. Mais on n'a pas besoin de le pardonner, tant pis. Et il y a une notion qui est très importante dans cette affaire, c'est la non-répétition. Nunc amas. Pour que ce genre d'atrocité ne recommence pas, pour que il est important que l'on sache ce qui s'est passé, il est important que les coupables aient été reconnus, jugés, punis. C'est une garantie de non-répétition. Et en ce sens, ni oubli ni pardon. Hein. Alors voilà, merci à nos invités Maintenant, qui vont pouvoir répondre à vos questions, puisqu'il nous reste encore un petit moment. Voilà, ce serait bien que ce soit vous maintenant qui puissiez avoir aussi votre droit à la parole. Vas-y, Jean-José. Bonjour. Ce ne sera pas une question, mais deux compléments. D'une part, paraît aujourd'hui en librairie un livre intitulé « Des femmes contre Pinochet » d'un étudiant français, Samuel Laurent-Xu. Il se trouve qu'il était parti pour ses études au Chili et il travaillait justement sur le rapport entre cette jeunesse et la mémoire. Et un jour, quelqu'un lui a apporté des cahiers qui dormaient dans un tiroir depuis 30 ans et qui étaient des cahiers qui ont été écrits par une religieuse française qui travaillait dans des poblaciones de Santiago. Et lorsque, après le début de sa dictature, la dictature, quand c'est devenu trop dur, son ordre a quitté le pays et est parti en Argentine, elle a rompu avec son ordre, elle est restée. Donc, elle a tenu ses cahiers au jour le jour sur ce qu'on faisait pour survivre à cette horreur. Samuel a déjà fait un petit court-métrage documentaire et là, on a la totalité du livre. Bon, c'est une coïncidence, il paraît aujourd'hui. Deuxième chose, je le dis, je suis de France-Amérique latine, Marseille, et aussi d'une association qui s'appelle Provence Mémoire Monde Ouvrier. On a lancé dans la Marseillaise un appel à témoignages sur les souvenirs qu'ont aujourd'hui les gens qui étaient intéressés ou qui étaient militants à l'époque, parce que le coup d'État, en particulier le coup d'État au Chili, a eu une très profonde résonance en France à tous égards. Je ne développe pas. Juste un exemple, moi ma fille est née 5 jours après le coup d'État et pendant des mois j'ai fait un cauchemar où j'étais dans un camp de concentration avec le bébé dans les bras et il n'y avait rien à bouffer. Je pense que ça fait partie des choses qui ont fait que depuis un demi-siècle je suis resté militant. Bon, et donc il y a toutes sortes d'échos et on prend tous les témoignages. J'ai déjà des gens qui ont dit oui mais je peux te raconter ça mais c'est pas intéressant, je vais pas l'écrire. On prend tout, on verra ce qu'on en fait. Voilà, merci. C'était une annonce et pas une question. Qui a une question? Alors, on fera des petites annonces à la fin. Mais questions. Merci. Merci. Bon, c'est à moitié une question, à moitié... Désolé, on va être beaucoup, mais en fait, on brainstorm aussi, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on a beaucoup parlé de la mémoire, on a beaucoup parlé du passé, on essaye de tirer vers le présent, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. Et pour moi, le présent et le futur, c'est un peu ce qui se passe par la singularité de l'art théâtral quand on parle de la mise en récit des événements traumatiques, la mise en commun en fait de ces histoires.
parce que ça dépasse en fait cette mémoire. La mémoire, c'est un côté un peu familial. Oui, j'ai la mémoire de ma grand-mère, la mémoire de mon grand-père, mais ça nous singularise en fait. Ça rend anecdotique des faits qui ont été systématiques, des violences d'État, des violences politiques. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'art théâtral, c'est comment justement on fait commun. Là, le fameux MeToo, hein, mais il n'y a pas de raison. C'est le faire ensemble, le dire de moi aussi. Et quand je vais voir un récit qui est intime, qui est personnel, quand je vais le voir au théâtre, il sort de cette sphère intime et il devient mien. Moi non plus, j'ai pas de lien avec le Chili directement. J'ai travaillé avec une artiste franco-chilienne sur ces questions-là. Et moi, c'est posé à moi la question de l'Algérie. Voilà, c'était ce qui se rapprochait le plus. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit, bah oui, c'est une histoire qui ne donne pas son nom. Et comment on fait pour que l'histoire elle ait un nom ? Eh ben, on en parle, on met en récit, on met en commun. Et en fait, à mon sens, le rôle du théâtre, c'est de dire, on va faire ensemble, on va vivre ensemble cette réception de l'histoire qui nous est portée, et on va sortir du truc de se dire non mais ça concerne que moi, ou ah non mais c'est une exception. Non, ça c'est ce qu'ils veulent nous faire croire en fait. C'est pas du tout une exception. Et du coup j'ai envie de savoir, en fait, de vous faire réagir sur justement comment vous vivez-vous avec vos spectateurs pour l'après. Comment on fait qu'on sort de la représentation théâtrale et en fait on a envie de se dire nunca más, ou plus jamais ça, ou et en fait voilà, comment on repolitise en fait les échanges de la sphère théâtrale. Donc peut-être Stéphane, ou même si Émilie est encore dans la salle, elle est peut-être repartie. Ouais. Je pense qu'on fait précisément ça, pour réveiller ça, et puis après comment on le fait, moi je pense que chacun a sa façon, mais c'est une épopée, c'est l'histoire d'un peuple, donc c'est immense, et en même temps pour la rendre possible, touchable, sensible, il faut lui redonner un corps et une âme qu'on puisse s'attacher à des personnages, que ce ne soit pas le 20h où il y a eu tant de personnes qui sont décédées. Ce ne sont pas des chiffres, c'est Carlo, c'est Lucia, c'est telle personne qu'on a pu voir rêver, qu'on a pu voir jeune, qu'on a pu voir enthousiaste à l'idée de faire des choses avec les autres, et qui va petit à petit, face à la répression qui est de plus en plus grande, face aux militaires dans la rue, face aux droits, à la perte des droits, face à l'état de service prompt de sécurité, je ne sais plus si c'est ça le mot, voilà, ces lois-là, qui fait qu'à un moment donné, il y a une entrée en militance, et puis il y a des arrestations, et du coup, c'est là où on voit à la fois il n'y a pas que la noirceur. Il y a toute une humanité magnifique et par contre confrontée à l'horreur. Et puisqu'on a pu s'attacher à des personnages, puisqu'on a pu les voir grandir, puisqu'on a pu les voir évoluer, là, à un moment donné, on retrouve cette dimension sensible et on est touché par ce qu'on vient de voir. Et on se dit, c'est impossible, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas que ça se reproduise. Et c'est peut-être là qu'arrive le nunca más, ou qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui, sachant qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution miracle. Mais par contre, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui à mon échelle? Comment est-ce que je peux me m'allier avec des gens? Et quelle légitimité là-dedans? Moi, je sais que par exemple dans cette histoire, dans cette aventure que Macamo Carnaval, c'était pas possible de la faire avec des acteurs français, que des acteurs français. Ça s'appelle France-Amérique latine et je trouve ça génial. Donc moi j'ai invité des acteurs et des actrices d'Uruguay à venir travailler avec nous. On s'est battu en dépit du Covid à faire les allers-retours entre la France et l'Uruguay. Il y a des acteurs péruviens, il y a des actrices chiliennes également avec nous. Et on a inventé cette histoire-là ensemble, sur un travail collectif, avec une écriture au plateau, une écriture littéraire à la table, et avec un échange constant avec le plateau. Et avec des retours, des gens qui venaient me voir, qui me disaient « mais c'est misogyne ». Je dis « comment ça c'est misogyne ?» Il n'y a pas assez de place dans les rôles prépondérants, dans les moments d'action pour les femmes. Je dis mais pourtant je me réfère moi à des interviews, donc je prends l'histoire réelle et comment je transforme, c'est pour ça qu'on passe par la fiction aussi, pour trouver la métaphore qui permet de raconter, qui permet de rendre les choses possibles, visibles aussi, parce que sinon il y a des choses, on ne peut pas les mettre sur un plateau, on s'en va. Voilà, pardon. Merci. Alors c'est super intéressant, je trouve ça super intéressant les deux témoignages en plus, parce que effectivement, comme tu dis, toi tu t'accapares du récit, tu vas là-bas. Moi j'ai plutôt un récit, c'est un récit familial, donc on touche ce que tu disais par rapport à la mémoire
assez de mémoire de la grand-mère, hein, comme on dit. En fait, moi, je pense que ce qui est important dans chaque création, c'est qu'il faut partir de l'intime pour aller à l'universel. Ça, c'est la base, de toute façon. Je pense qu'au départ, je vais parler pour l'histoire de mes parents, parce qu'il y a ces deux générations, donc je parle d'abord pour mon père et ma mère. Ils avaient besoin de se réparer eux-mêmes. Donc quand on est arrivé en France, accueillis par Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil, la première pièce qu'ils ont créée, ça s'appelait L'incroyable et triste histoire de l'exilé Mateluna et du général Peñalosa. Et c'était l'histoire d'un exilé latino-américain qui arrivait à Paris avec sa valise. C'est une pièce très minimaliste. Il y avait en décor et en scéno, il y avait juste des valises. Et pour symboliser les maisons, c'était des échelles de chantier, des petites échelles. Et en fait, à la fin de la pièce, la question, c'était « Ouvre ta valise ». Est-ce que tu vas ouvrir ta valise ou pas? Alors ça, c'est la première réparation pour parler, avant de dire « non camas », parce que là, on parle de l'exil. Donc se dire, finalement, on accepte ce qui nous arrive et on va ouvrir cette valise. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais au moins, on l'ouvre. Et on construit notre vie ici. Après, il a fait d'autres pièces. Il est parti dans la fiction, toujours avec cette idée de raconter l'histoire sa propre histoire. Et puis après, il allait dans le théâtre totalement autobiographique, où là, il est parti là-dedans. Et moi, en tant que fils de créateur et avec mes envies de création, je me suis dit, non, il y en a marre de parler du Chili, je vais faire autre chose. Et je suis parti ailleurs, mais toujours en gardant cette idée qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on pousse de la réflexion, on s'inspire aussi de ses propres failles, etc., de ses cicatrices. Et donc, on invente des histoires. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous pousse à créer aussi, c'est les événements. On parlait tout à l'heure, ma mère, en fait, n'a jamais raconté sa propre histoire, sa propre vision. Là, on retourne la misogynie. On est quand même, nous, les latino-américains, une culture où les hommes sont un peu en avant. Il y avait un texte d'une pièce de mon père où ma mère allait le voir en lui disant mon père disait j'ai bien gagné ma vie en racontant mes malheurs. Et ma mère lui disait mais attends, on racontait nos malheurs parce que c'est les miens aussi. Et là, mon père lui a dit mais attends, si on avait raconté nos malheurs tous les deux, on aurait gagné le double. Donc c'était cette idée-là. Et donc c'est vrai que lui, on faisait une réplique de théâtre. Et là, finalement, avec ma sœur, c'est ma sœur en plus. Là, on voit le côté où elle me dit écoute, maman n'a jamais raconté cette histoire-là. Alors évidemment, là, on est en création, on va raconter sa vision des choses en essayant évidemment de s'extraire de cette intimité, parce qu'il faut trouver l'équilibre. Il ne faut pas oublier que quand on raconte ses propres histoires sur le plateau, surtout ces histoires aussi fortes, il faut trouver un canevas assez fort pour que la fiction aussi nous permette de faire passer la pilule. Donc sinon, c'est trop difficile. Tu parles donc du spectacle qui est en train d'être monté, qui a un création, titre peut-être, qui n'a pas de titre pour l'instant. Donc un spectacle sans titre en cours de création. En cours de création, et ça qui sera est donc pour le mois prévu pour le mois d'octobre. Au Duende, au Théâtre El Duende. Au Théâtre El Duende, donc c'est une création du Théâtre Aleph qui sera au Duende. Du Duende. Du Duende, parce qu'en fait, Aleph continue à exister. Et oui, donc je pose la question. Aussi. Donc en fait, c'est une famille avec deux théâtres, c'est comme le resto chinois. Qui sont dans la même ville. Voilà, c'est ça. Mais mon père disait, puis il y a un resto chinois, monsieur. Tu vois, c'est la même chose. Tu vois, c'est parce qu'il y a Porte de Choisy pour ceux qui connaissent voilà, le donc 13e. un travail en cours de création sur la mémoire. C'est ça. Du côté de la maman. On a encore une dizaine de minutes. S'il y avait une ou deux autres interventions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une, sinon, si personne n'a, mais... Par rapport à ce que vous disiez, qu'il y a encore des personnes qui ont torturé, on peut se dire qu'il peut y avoir des groupes de gens qui pourraient être tentés de les éliminer, après tout. Et alors, est-ce que, je ne sais pas par rapport à ça, quoi. Eh bien, ça a été le cas, évidemment. Le Front patriotique Manuel Rodríguez, le Frente Patriótico Manuel Rodríguez, était une sorte de mouvement armé issu de la gauche. Et ils ont, exterminé 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 tortionnaires qui étaient en liberté et qui vivaient dans l'impunité. Alors, moi, mon avis, c'est que ce n'est pas... Après, c'est vrai que beaucoup de gens de gauche ont regretté qu'on ait tué au moins 2 d'entre eux parce qu'ils avaient beaucoup d'informations sur les corps des disparus, sur des informations très importantes. Donc, je dirais que ce n'est pas la méthode, mais ça existe. Et de nos jours, je ne crois pas, non. Et au Chili, je pense que le manque de conscience politique a tellement infiltré la société depuis la dictature qu'il n'y a plus ce type de mouvement. Mais il y a la FUNA. La FUNA, c'est une sorte de dénonciation publique dans le lieu où chaque tortionnaire réside
des dizaines ou centaines de personnes se rassemblent et crient à haute voix par haut-parleur les crimes qu'ils ont commis. Donc c'est une sorte de justice du peuple. Il ne faut pas toucher la personne. Donc ce n'est ni légal ni illégal, c'est plutôt allégal. Je suis plutôt pour ce type de mouvement. Les Érénies chez les Grecs, qui venaient crier les crimes. D'autres interventions ? Oui, moi je voudrais poser une question qui est peut-être un peu difficile, c'est sur le Nuncamas. On sait qu'aujourd'hui, on voit bien dans la presse tout ce qui se passe à l'est de l'Europe. Et il y a une chose qui m'apparaît une leçon de tous ces crimes, c'est qu'il y a des enregistrements, un témoignage quasiment au jour le jour de tous les massacres. Il y a la médecine légale qui est là pour opérer tous les drames qui sont faits. Et il me semble que la mémoire se fabrique en direct là. Et je pense que c'est aussi une leçon de ces drames historiques qui ont eu lieu. Et on voit qu'il y a des enregistrements. Et je pense que la mémoire, là, elle est en direct. Voilà. Et je voudrais vous poser, qu'est-ce que vous pensez de... Je ne sais pas qui peut répondre à la question, mais en tout cas, c'est sûr que s'il y avait les réseaux sociaux, s'il y avait eu les réseaux sociaux dans les années 73, je pense que la situation, en tout cas, nous aurait donné plus de mémoire qu'il n'en est aujourd'hui. Mais comment ? Mais je crois que ce que je voudrais dire, moi, à ce stade-là, puisqu'on est à quelques minutes de la fin, simplement la chose suivante, c'est que on a évoqué ce matin avec Maxime Combes et Braulio Moreau dans le débat sur la question de la montée des extrêmes droites. Je crois que ça, c'est une vraie problématique qui nous est posée à cette occasion du 50e anniversaire. Comment on peut expliquer aujourd'hui cette remontée de l'extrême droite ? Tu as essayé de l'évoquer à travers ton intervention tout à l'heure. Il y a ce qu'on a vu à travers le vote sur la constituante et la nouvelle constituante, le vote sur la Constitution, pardon, et la nouvelle constituante. Mais on voit, hier, on manifestait sur le Pérou, la situation au Pérou, qui nous semble aujourd'hui dramatique, parce que inadmissible de voir revenir l'extrême droite et la droite fascisante de l'époque de Fujimori aujourd'hui au Pérou, avec cet nombre d'assassinats, de disparus aussi, de prisonniers politiques. Et on est en 2023. On est en 2023 et on n'est pas seulement au Chili, tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi Meloni en Italie, c'est aussi Orban en Hongrie, c'est tout ce qu'on voit sur les migrations de ceux qui meurent aujourd'hui dans la Méditerranée pour pouvoir... Je crois qu'on a besoin aussi de se poser ces questions-là. On ne peut pas se poser les questions uniquement sur les points d'entrée qui ont été en termes de dictature, et on a vu tout à l'heure, on en a parlé, pas les seuls, puisqu'il y a eu le plan Condor, il y a eu aussi la Bolivie, le Paraguay, le Brésil, etc. C'est comment aujourd'hui on se pose les questions collectivement de cette montée de l'extrême droite. Et je le dis ça, y compris en termes vauclusiens et dans la région du PACA. Je crois qu'on a vraiment besoin de se poser ces questions-là et que le théâtre a besoin aussi de poser ces questions-là. Je crois qu'on a besoin que le théâtre nous aide à développer cette problématique-là. Pourquoi et comment on en est là et comment on peut effectivement en sortir collectivement et individuellement. Voilà un problème fort. Alors je pense qu'on l'abordera peut-être avec la troisième partie de notre journée, mais je te laisse, Sonia. Oui, on va devoir, j'allais dire, rendre l'antenne. Non, on ne rend pas l'antenne. On la garde, l'antenne. Non, mais pas pouvoir, parce qu'on a une demi-heure de pause et le technicien la mérite aussi, cette pause-là. Avant de reprendre pour la découverte des artistes de la sélection France-Amérique latine, il nous reste une poignée de secondes et on va juste entendre un poème pour clore cette table ronde, un court poème en espagnol qui sera traduit en français. Bonjour. Christine Matos, qui est aussi je fais partie de, France. de la maison je fais partie de France-Amérique latine. Je fais partie de la maison du théâtre et je viens de passer 15 mois au Chili en y travaillant, pas du tout en touriste. América Latina, oigo tus gritos del pasado. Tus voces
nunca se callaron. Los tuyos no vieron el sol, abrieron las ventanas de la vida. Los otros las cerraron. Plan Cóndor, Plan Cóndor, Plan Cóndor. Voló sobre tus hijos, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia. Dejó caer una red sobre sus cabezas. Garras, alambres, púas, ataron las ideas, rompieron tus sueños. C'est un tout petit extrait. Ah, mais j'ai dit que j'allais le traduire, mais peut-être la traduction ne sera pas très bonne. Amérique latine, j'entends tes cris, ceux du passé. Tes voix ne se sont jamais tues. Les tiens n'ont pas vu le soleil. Ils ont ouvert les fenêtres de la vie. Les autres les ont fermées. Plan Condor, Plan Condor, Plan Condor. A volé sur tes enfants, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia. A laissé tomber un filet sur leur tête. Griffes, je suis émue. Griffes, fils de fer barbelé, ont attaché tes idées, ont rompu tes rêves. Donc, comme je disais, c'est un extrait d'une pièce que j'ai eu la chance et la joie de monter il y a quelques mois avec des Chiliens au sud du Chili, qui s'appelle Gritos, et dans une ville en plus particulièrement de gauche, on l'aurait souhaité, mais particulièrement contre la gauche. À partir du moment où j'ai débarqué là-bas, on m'appelait la Roja. Et c'était... Je peux dire que malheureusement, l'ambiance Pinochet existe encore parce que je l'ai vécu personnellement. Voilà. Merci. Merci bien. Donc nos Falma Gorseri spécial 50 ans que vous retrouverez donc sur la table là-bas, ainsi qu'une pétition, je le rappelle, à signer pour la libération de 305 jeunes activistes colombiens qui croupissent dans les geôles de Colombie depuis 2 ans pour avoir manifesté et qui n'ont toujours pas eu de procès. Merci à vous. À Mario. Merci aussi à nos intervenants et intervenantes. Merci à vous d'avoir fait le déplacement pour cette journée. Mi fortuna, mi cielo estelar. Eres mi luz constante, mi fiel deseo.